Bonjour. Quand 3 gouttes de sang-grenat est sorti, certains journalistes ont titré 50 nuances de Le Gray. Un joli jeu de mots pour souligner la sensualité de ce roman, mais sans le savoir, ils étaient tombés pas loin en fait. En tout cas, de la raison pour laquelle j'avais écrit ce livre-là. Alors il faut remonter évidemment à la sortie de 50 nuances de Grey, et on en parlait beaucoup. Je suis journaliste, par principe. Je ne parle, je ne commente que ce que je connais ou que j'ai lu, donc. Et donc, je me suis plongée dedans. Alors, je sais, certains d'entre vous sont fans. Moi, j'avoue, ça m'a laissé plutôt perplexe. D'abord parce qu'en dehors de certaines pratiques, j'ai trouvé ça très fleur bleue, finalement. Il lui présente sa maman 2 jours à peine après leur rencontre, et le dimanche, elle vient au déjeuner familial. Bon. Et puis aussi parce que je trouve ça assez caricatural. Il est jeune, il est beau, il est intelligent, il est super riche. Il a une immense maison, un hélicoptère, un avion, un bateau, j'en oublie sans doute. Voilà, c'est vrai que la même histoire racontée dans une caravane, dans le fin fond d'un camping, au fin fond de la province, aurait été beaucoup plus sordide. Ouais. Donc, disons que j'étais pas convaincue. Voilà. Et on en discutait avec des amis. Il y en a un qui m'a dit, mais tu critiques, mais est-ce que tu es capable de faire la même chose, en tout cas de faire mieux du coup? Je l'ai déjà dit, il ne faut jamais me lancer un défi. J'ai la fichue manie de les relever. Et je me suis dit, mais oui, après tout, est-ce que j'en suis capable? Et j'ai commencé à chercher une histoire qui soit sensuelle, alors pas pornographique, et puis pas, comme on dit vulgairement, du cul pour du cul. Non, non, avec une vraie histoire, et la sensualité étant indispensable à cette histoire. Et j'ai pensé aux bijoux. Il n'y a rien de plus sensuel que des bijoux. On les porte sur la peau. Ils prennent la chaleur du corps, on les porte d'ailleurs dans le décolleté. Et comme ça faisait un moment que je voulais parler des grenades de Perpignan, je me suis dit, c'est le moment. Voilà. Je vais raconter l'histoire de ce jeune bijoutier qui, après une première expérience très malheureuse, s'est retrouvé un petit peu coincé quand même, ce que lui reproche évidemment et sa femme et sa mère. Il vit dans un huis clos féminin d'ailleurs encore plus étouffant. Bref, aussi bien sexuellement qu'au niveau de la création artistique, la création de ses bijoux, il est mis sous l'étier noir. Et puis un jour, une inspiration soudaine, une impulsion, il se trouve là à ce moment-là, il achète un immeuble qui se situe dans le quartier Saint-Jacques, rue de l'Anguille, sans même savoir qu'est-ce que c'est que cet immeuble. Il ne sait même pas où il se situe exactement, il verra bien. Mais ce qu'il cherche en fait, c'est un endroit où il peut se retrouver tout seul, loin de ses femmes, pour pouvoir enfin créer et retrouver l'inspiration. Et quand il arrive sur place, il va se rendre compte qu'en fait, l'immeuble qu'il a acheté est mitoyen d'une maison close, une citère. Mieux même, les 2 bâtiments n'en faisaient qu'un à la base, et dans les pièces où il décide de s'installer, au fond d'une alcôve, il y a en fait une porte de communication avec l'immeuble d'à côté. Alors la porte, elle est condamnée, bien sûr, mais il y a un éclat de bois qui a sauté, et ça fait comme un petit trou. Et par ce petit trou, auquel il va mettre son œil évidemment, il va découvrir la chambre d'une des pensionnaires de la maison close et les ébats que les prostituées peuvent avoir avec leurs clients. Ce qui va à la fois réveiller son inspiration et son appétit sexuel pour son épouse. Voilà, donc je vais vous lire un extrait justement d'un chapitre un peu plus loin, donc par rapport à celui que je vous ai lu hier, et cet extrait qui justement explique la part que vont avoir ces visions à la création donc de nouveaux bijoux. Cet après-midi, c'était Neu. Neu, c'est neige en catalan. Cet après-midi, c'était Neu qui occupait la chambre. Il n'y avait qu'elle pour avoir cette peau si blanche, avec des reflets nacrés, que la toison brune de son pubis et les bas noirs qui couvraient ses jambes fines jusqu'à mi-cuisse faisaient paraître presque diaphanes. La fille était d'ailleurs bien consciente de l'attrait que sa carnation avait sur les hommes, qui se plaisaient à l'effleurer des lèvres, la caresser longuement, la lécher même voluptueusement du bout de la langue, et elle en prenait grand soin. En attendant le client, elle loignait donc de crème, l'assouplissait avec de l'huile d'amande douce, saupoudrait ses petites rougeurs de talc. En ce moment, elle promenait sur son ventre bombé le bouchon de verre taillé qu'elle tenait délicatement entre 2 doigts pour y déposer quelques gouttes de parfum ou d'eau de Cologne.
Le cabochon disparut vers le haut. Il l'imagina suivant le contour des seins, remontant sur la gorge, et un frisson délicieux parcourut son épine dorsale. Ce qu'il pouvait voir par le trou de l'ancienne porte de communication, aujourd'hui condamnée, était très limité. Des bouts de corps, des gestes ébauchés, des mouvements tronqués. Et parfois il s'impatientait, dépité d'être privé du reste. Mais de ce désir déçu, de cette frustration naissaient des sensations plus aiguës, qui devaient autant au plaisir qu'à la douleur. Il n'avait pu résister. Il avait pourtant tout fait pour penser à autre chose. La grande table qui occupait le centre du salon lui permettait de disposer devant lui ses crayons et ses gommes, ses plumes et ses encres, et surtout d'étaler tous ses croquis pour pouvoir les comparer. Il hésitait encore sur la pièce qu'il voulait réaliser pour l'exposition qui devait avoir lieu l'année suivante. La date exacte n'était pas encore fixée. Il voulait un bijou ou un objet qui représente l'âme catalane. Et bien sûr, sublime le grenat de Perpignan, et ses dessins tapissaient déjà une bonne partie de la table. Auguste venait y travailler presque tous les après-midi. Le matin, il était à l'atelier, rue de l'Argenterie, et après le dîner, il prenait sa mallette et la direction de la rue de l'Anguille. Il y restait 3 heures, parfois même 4. Quand trop absorbé, il en venait à oublier le temps qui passait. Ensuite, il faisait un crochet par le temple, afin d'avoir des nouvelles et des bribes de conversation à rapporter à Mère, sous le sceau du secret, cela allait de soi, de sorte qu'elle continuait à n'avoir aucun soupçon. Ses journées étaient bien remplies, et son esprit aussi. Pourtant, il ne pouvait l'empêcher par moments de s'échapper de l'autre côté du mur. Il se rappelait à l'ordre, se concentrait sur la position des pierres, la couleur exacte qu'il voulait pour elles. Le grenat pouvait présenter des teintes très différentes. Il y en avait même des verts, mais la mode était au rose foncé tirant sur le violine. Au diable les habitudes. Pour ce chef-d'œuvre de l'art roussillonné, il lui fallait du rouge, afin de reconstituer avec la monture le sang-et-or de la Seigneur, le blason ancestral héritier du premier comte de Catalogne. Il avait écrit à différentes maisons de taille de pierre à Saint-Claude, pour savoir si elles en avaient en nombre suffisant pour ce qu'il projetait de faire. Mais il avait beau éplucher leurs réponses, accompagnées d'illustrations, ses pensées reprenaient leur liberté et s'envolaient vers... Comment la clocharde l'avait-elle appelé déjà? Le cithère, c'est ça. Un grenat rouge, comme la rose du vitrail qui servait de lanterne, comme les lèvres fardées de ces femmes publiques, comme le vin dans les verres quand elles trinquaient avec leurs clients, et brillant comme les yeux rivés sur leurs croupes ondulantes lorsqu'elles les précédaient vers la chambre louée, comme les pièces d'argent que la mère Macrel, la dénommée Lucienne, empochait quand tout était fini, à moins qu'elle ne se fasse payer avant, comme la clé qui luisait là-haut sur le manteau de la cheminée. Il y revenait toujours. Ses dessins s'en ressentaient. Son crayon esquissait inconsciemment une bouche, transformait une arabesque en boucle de cheveux. Il transpirait et ce n'était pas seulement à cause de la chaleur. Après quelques jours, il avait cédé. Il était resté un long moment, les poings serrés à s'en faire blanchir les jointures, posé sur la table, essayant de rassembler ses dernières forces, appelant à la rescousse les valeurs qu'on lui avait inculquées, en vain. Comme l'eau longtemps contenue jaillit d'un seul coup quand le barrage lâche, emportant tout sur son passage, il s'était levé d'un bond, bousculant sa chaise et renversant les feuilles de papier empilées, avait raflé la clé et ouvert dans le même élan la porte de l'alcôve. Auguste changea de position pour soulager son postérieur douloureux. Pour plus de commodité, il avait approché la malle du panneau en bois abîmé. Lorsqu'il s'asseyait dessus, son œil était juste à la hauteur du trou. C'était plus pratique que de s'accroupir, mais pas plus confortable. Le couvercle recouvert de cuir était trop dur. Il faudrait qu'il le garnisse d'un coussin. Le client était entré dans la chambre et Néo, délaissant son flacon de parfum, s'était allongé, lascive, sur le lit. Il ne voyait que ses genoux, mais la façon dont ils étaient écartés, le gauche légèrement déjeté, comme si elle avait replié sa jambe sous elle, semblait une invite des plus explicites. La chaleur que lui-même sentait naître dans son bas-ventre en témoignait. Elle savait ce qui excitait son client, car celui-ci plongea aussitôt sa tête entre ses cuisses. Son crâne commençait à se dégarnir et il coiffait ses cheveux en arrière pour essayer de camoufler sa tonsure. Imaginez la langue de l'homme s'insinuant dans les profondeurs humides, les flattant, les fouillant, les explorant avec application et gourmandise, tarauder les reins de l'orfèvre. Ceux de Néo également, dont les hanches ondulaient de plaisir. Ses doigts se crispaient sur le drap,
avec volupté. Auguste se rejeta violemment en arrière. Il fallait qu'il arrête, là, tout de suite. Il ne devait pas, il le savait, il ne voulait pas. Le sang battait à ses tempes, ses joues étaient en feu, et il sentait une pulsation lancinante dans son pantalon. Il quitta l'alcôve presque en courant. Chaque fois, c'était la même chose. Il était attiré irrésistiblement, quoi qu'il fasse, mais dès que le désir montait, que son corps menaçait d'échapper à son contrôle, il fuyait, embarrassé, honteux. Il se promettait alors de ne jamais recommencer, jusqu'à ce que les images entrevues viennent le hanter à nouveau, le tenter. Au fil des jours, Auguste avait appris à reconnaître les filles sans jamais les avoir vraiment vues, du moins en entier. C'était mieux ainsi. La réalité de ces horizontales, comme les appelait Lavaille, n'était guère lui reluisante, pour ne pas dire sordide. Il préférait les inventer, les rêver. Elles étaient jeunes. Leurs corps fermes et lisses en témoignaient. Il leur avait donné des petits noms. Il y avait Crème, aux rondeurs onctueuses, et Pomme, aux petits seins bien ronds et au perché. La Diane, à la peau cuivrée, était la Mauresque. Rossignol gazouillait quand on la chatouillait à certains endroits. Luna avait un cul à illuminer le firmament nocturne. Le petit bouton de rose s'ouvrait quand on le flattait et s'épanouissait sous les caresses. Sappho aimait lutiner et mignarder ses compagnes quand le client le demandait. Auguste avait un faible pour la toison pâle de boucles d'or, mais sa préférée était la marmoréenne Neo. Quand il était à sa table de travail, le souvenir du galbe de ses hanches venait souvent dévier le trait de son crayon. Leurs courbes s'arrondissaient dans la marge de ses croquis. Un matin qu'il montrait ses dessins à Jaume, afin de solliciter son avis, le vieil homme était tombé en arrêt devant cette ondulation répétée à l'infini. « C'est une étude pour une broche », s'était-il enquis très sérieusement. Prenant la feuille à bout de bras, il l'avait longuement examinée, la tête légèrement penchée sur le côté. « J'aime bien la ligne épurée de celle-ci, » dit-il en pointant du doigt un dégriffonnage. « Tu la vois comment? Avec des grenades tout du long ou seulement un au bout ?» Auguste, pris de court, s'était contenté d'un hochement de tête prudent, n'osant trop s'engager plus avant, mais Jaume était séduit. Déjà, il faisait fondre un petit lingot, pressé de réaliser le bijou qu'il avait cru voir dans le gribouillis de son patron. Auguste n'eut d'autre choix que de prendre ses outils pour créer un premier prototype. Au début, c'était un peu pour la forme, le temps de trouver le moyen de se sortir de ce mauvais pas. Mais bien vite, il y prit goût. Jaume avait raison. Le modelé était intéressant, surtout quand le souvenir fugace, mais insistant, des hanches de Neo venait se superposer à ses croquis. C'est ainsi qu'il trouva où placer les grenats, au bout de 2 volutes partant du creux de la taille et du haut de la cuisse, pour figurer le nombril et le con. Une pierre ronde pour l'une, une navette pour l'autre. Bien sûr, il était le seul à y deviner les courbes d'un corps de femme. Les autres, à commencer par Jaume, y voyaient plutôt l'épure d'un rameau fleuri, d'autant que la branche principale se terminait par un petit cœur qu'on pouvait prendre pour une feuille. Le résultat était à la fois original et équilibré. Qui aurait pu imaginer que ces images volées, que lui reprochait si douloureusement sa conscience, lui inspireraient tant de justesse et de créativité? C'était troublant. « Comme cette broche est jolie, c'est pour offrir à madame ?» Auguste sursauta. Il n'avait pas remarqué la présence de Zélie, monté le prévenir que le repas était prêt et qu'on l'attendait pour passer à table. Occupé à peaufiner son œuvre, il n'avait pas vu le temps passer. Ses ouvriers étaient rentrés chez eux pour manger, et il était seul devant son établi. « Oh, c'est juste un essai, hein, balbutia-t-il en essayant de reprendre ses esprits. Mais la femme de chambre était coquette. Elle aimait les bijoux, même s'ils ne lui étaient pas destinés. Elle se pencha sur le rameau fleuri pour le voir de plus près. Un essai réussi en tout cas. N'importe quelle femme serait heureuse de le porter. En se baissant par-dessus l'épaule de son patron, elle le frôla de sa poitrine et il fut surpris d'en être ému. Il se leva d'un bond et sans même y réfléchir, tendit la broche à la jeune fille. « Si elle vous plaît, je vous l'offre. Ce n'est qu'un brouillon, j'en ferai d'autres. » Zélie était avenante et traînait après elle bien des cœurs, dont celui d'un ouvrier cordonnier de la rue Mirabeau, particulièrement assidu. Mais elle n'aurait jamais songé à ajouter Auguste au nombre de ses soupirants. Elle aurait même parié, au comportement de sa mère et de son épouse à son égard, qu'il ne s'intéressait même pas aux femmes. Elle s'était fait la réflexion que c'était bien dommage, monsieur était plutôt bel homme, même s'il était un peu trop mince et ténébreux à son goût. Bon, après tout, il n'y avait que les imbéciles qui ne changeaient pas d'avis.
Ce qu'elle avait pris pour du manque d'intérêt n'était peut-être que de la timidité. Elle lui lança un regard enjôleur tout en refermant ses doigts sur le bijou qu'il lui présentait. « Je ne sais pas si je peux accepter, minauda-t-elle en battant des cils. C'est trop beau pour une humble domestique comme moi. » En général, c'était le moment où les hommes lui prenaient la taille, en protestant qu'elle était trop modeste, qu'elle valait bien des dames de la bonne société, et la priaient d'accepter leur cadeau comme gage de leur dévouement. Tu parles, elle n'était pas dupe, ils n'étaient dévoués qu'à l'envie qu'ils avaient pour elle. Mais M. Auguste n'essaya même pas de lui voler un baiser. Il reposa son chiffon de feutre, secoua ses manchettes au-dessus de la bavette de son établi pour en faire tomber la limaille d'or qui s'y accrochait, et rajusta son nœud papillon. « Ne la mettez pas quand vous êtes en service, mère n'apprécierait pas, conseilla-t-il simplement. Un peu décontenancée, elle acquiesça et enfouit les formes voluptueuses de Néo dans la poche de son tablier blanc à mi-donner. Et ces formes-là vont avoir un succès fou. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 gouttes de Sangrenat font partie de ce que j'appelle moi ma trilogie perpignanaise. 3 romans que j'ai consacrés à Perpignan à la Belle Époque. Donc, si vous voulez les lire dans l'ordre, 3 gouttes de Sangrenat, l'action se passe autour de 1890. Ensuite, il y a les 2 vies d'Anna, qui commencent en 1892 et qui va jusqu'en 1904. Et puis, vous avez les héros perdus de Gabriel, qui commence en 1913 et se continue jusqu'en 1922. Et il y a un lien à chaque fois entre 2 livres. Donc, les 3 gouttes de Sangrenat, il est question d'une maison close qui s'appelle le Citer. Et cette maison close, on la retrouve dans les 2 vies d'Anna. C'est là où Anna est enfermée à un moment donné contre son gré. Et Anna elle-même, on la retrouve dans les héros perdus de Gabriel. Certaines lectrices m'avaient fait le reproche en me disant « Oh, on aurait bien aimé savoir ce qu'elle devenait après », quand j'avais terminé mon livre sur ces 2 vies. Et je les ai écoutées, vous voyez, parce que vos remarques ne sont pas inutiles, bien au contraire. Et du coup, je les refais passer en personnage secondaire dans les héros perdus de Gabriel. C'est d'ailleurs elle qui apprend à Gabriel à conduire au parc du Cup. Voilà, donc avec ces 3 livres-là, vous avez tout le Perpignan de la Belle Époque. Demain, on va changer à la fois évidemment de sujet, mais aussi d'endroit, de lieu. On va faire une petite balade sur les bords du lac Léman. À demain.